Bonjour tout le monde, je suis Sandrine Carl et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis aujourd'hui en compagnie du grand Yannick Alain et je suis ravie de vous le présenter. Comment ça va Yannick? Ça va super bien, je suis très honorée que tu m'invites sur ta chaîne. C'est Tu sais vrai? que je suis très admiratif de ce que tu fais, ton parcours, donc bah voilà. Toujours plus, c'est adorable, merci. Bon Yannick, qui es-tu? Alors qui je suis? Je m'appelle Yannick Alain, je suis coach en développement commercial. Quoi vous dire, je représente une société qui s'appelle la SAS Aimant à Opportunité, dans laquelle on a décidé de mettre en avant des talents en ce qui concerne le changement et la transformation humaine. Donc on a une naturopathe, on a moi qui fais des conférences autour du networking et du commerce, on a d'autres conférenciers de talent, on a Nicolas Penn, on a Michel Poulart, voilà, pas mal de personnes, Isabelle Colkins, qui sont tous des coachs chevronnés, et l'idée c'était de donner accès au plus grand nombre à des coachs d'exception. Voilà, de différentes manières, soit par internet via des vidéos, soit via des conférences, puisque je suis également l'organisateur de la journée de l'audace, et l'organisateur et le cofondateur avec plusieurs amis, et donc du coup c'est des conférences, c'est du coaching, c'est du consulting, et c'est également de la thérapie aussi. Ok, c'est super, mais Voilà, ça c'est ce que tu fais. Oui, c'est ce que je fais. Qui tu es? Moi, ouais, je suis moi. Savoir Moi, je suis conférencier. Non. Donc, je suis coach en développement commercial. Je suis conférencier. C'est qui je suis? À quel niveau? Excuse-moi. Parce qu'elle a dit qu'elle ne préparait pas les questions. Elle va me déstabiliser, je le sens. Et c'est pas grave, dis-moi. Non, je vais aller chercher ce qu'il y a de plus beau chez toi, ne t'en fais pas. Par exemple, c'est quoi qui t'anime particulièrement le matin qu'est-ce qui fait que tu te lèves? Qu'est-ce qui fait que tu as tellement d'amour en toi? Qu'est-ce qui fait que tu portes tellement les gens? Qu'est-ce qui fait que tu entraînes même les gens dans tes conférences? C'est ça que je veux savoir. Qu'est-ce qui se passe là? Tu vois, c'est une bonne question. Dis donc, c'est très intime. Je suis mal tenté de parler ça. Non, en fait, c'est une bonne question parce qu'elle est difficile à répondre pour moi. S'il y a de multiples choses, je crois, mais qu'est-ce qui m'anime? Ouais, c'est de rendre ce monde meilleur, tu vois, d'essayer de contribuer à ma petite échelle à rendre ce monde meilleur. On voit qu'aujourd'hui, quand même, les choses sont plutôt moroses, telles qu'on les constate, voilà. Et je pense que voilà, contribuer à rendre les gens meilleurs et encore plus conscients du potentiel qu'ils ont. Moi, je suis un grand fan de l'idée de dire que chacun a un potentiel énorme, mais qu'il faut juste le trouver. Récemment, on m'a posé une question que j'ai trouvée intéressante. On m'a dit, est-ce que tu penses que tout le monde est un génie? Et je lui disais, en fait, moi je crois pas que tout le monde est un génie, par contre je pense que tout le monde a le potentiel de le devenir en fait. Et en fait il suffit juste de trouver ce qui nous anime en fait en vrai. Et moi ce qui m'anime c'est de faire de la conférence, c'est d'impacter les gens, de me dire que wow, quand les gens ont suivi une de mes conférences, ils se sont sentis meilleurs, ils se sont dit j'ouvre des possibles pour eux. Et si j'arrive à ouvrir des possibles pour eux et qu'ils se disent ouais, moi aussi je suis capable de le faire, ben je suis content. Voilà, je suis heureux et je pense que tout ce que je fais va dans ce sens-là. Après moi j'ai une forte propension à créer de la communauté autour de moi. Donc moi j'aime voilà, j'aime qu'on fasse cette interview-là, j'aime fédérer, j'aime rencontrer des talents et mettre en avant ces talents-là. Peut-être même plus que me mettre en avant moi en vrai. Je préfère en fait finalement, j'adore, je suis un homme j'ai mon petit ego et je suis un homme de scène, tu vois, j'aime faire des conférences, tu m'as vu d'ailleurs je crois une ou deux fois, donc j'aime ça, j'aime faire rire les gens, j'aime impacter les gens par l'humour, ça me plaît beaucoup, mais je crois que je suis encore plus admiratif du talent des autres qui ne savent pas vendre. C'est-à-dire souvent, moi je vois énormément de gens qui ont un talent phénoménal et qui en font rien en fait. Parce que ils n'ont pas les clés pour arriver à vendre leur talent et qu'ils ont une problématique avec le commerce et à comment diffuser ce talent-là. Donc en fait, je dirais, pour répondre à ta première question, que ma mission, ce serait peut-être d'aider les passionnés à faire connaître et vivre de leur passion. En fait. J'adore. Ouais. Je savais que tu étais une bonne personne pour cette entrevue, je suis ravie. C'est super. Merci. Ok, très bien. Et du coup, c'est quoi les valeurs qui te portent? La passion, je pense, la liberté, l'excellence aussi. Je suis un peu un obsédé de l'excellence. Je suis un peu, mais c'est-à-dire que
ce que je fais n'est jamais excellent, n'est jamais parfait. Je veux pas confondre, je veux pas que vous confondiez l'excellence avec la perfection. Je fais plein de choses qui sont pas parfaites. Je suis incroyablement imparfait, je dirais même. Mais par contre, aller vers l'excellence, aller vers le meilleur, je suis capable d'oublier complètement mon ego, en fait, si je sais qu'il y a quelque chose d'excellent que je peux proposer à mon public. C'est-à-dire, si je sais que demain, je trouve quelqu'un qui est 10 fois plus impactant que moi dans le domaine du commerce ou dans le domaine du networking, je ne vais pas hésiter à sortir du game pour la mettre en avant, parce que ce que je veux avant tout et ce qui m'obsède, c'est que mon client est le meilleur. Et c'est ce que je veux, et c'est ce qui ça me drive, voilà. Et ça me coûte des fois avec quelques petits cheveux blancs, même si j'en ai plus beaucoup. J'en ai plus beaucoup, mais quand même ça pousse à des endroits, et des fois ils sont blancs, et voilà, donc des fois, voilà, mais ouais, c'est vraiment une des valeurs qui me porte. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je pense que c'est l'authenticité aussi. C'est quelque chose qui résonne très fort chez moi, parce que je déteste être avec des gens qui ne sont pas authentiques. C'est qui te montrent, tu passes à aller, salut, ça va enfoiré. Ça me fatigue en fait. J'aime bien les choses simples en fait. Et je préfère l'imperfection d'une authenticité plutôt que la perfection de quelqu'un qui n'est pas du tout authentique, qui est tu vois, quelqu'un de lisse pour moi, complètement lisse. Je comprends ça, je suis complètement d'accord. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est plutôt dans ta vie pro et dans ta vie perso. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Parce que la dernière fois, donc, on était à un événement où tu as fait une conférence et tu as chanté avec ta femme. Qu'est-ce que ça t'apporte, la musique? Qu'est-ce que ça développe chez toi? Qu'est-ce que ça crée? Ben, moi, je suis un passionné de musique, évidemment, depuis tout petit. Ma mère est chanteuse professionnelle. Donc en fait, moi j'ai été porté par la musique depuis tout petit. Dans ma famille, c'est tous des mélomanes. Mon grand-père était chanteur, mes oncles sont chanteurs. Enfin, on a vraiment une famille très très mélomane. Ma mère est une petite star dans la famille et puis elle chante incroyablement bien aussi. Donc enfin, si vous avez l'occasion de l'entendre, vous verrez qu'elle a un talent extraordinaire. Et moi, au milieu de ça, ben, j'ai voulu exister un peu plus jeune au travers de la musique. Et j'avais envie de me mettre en avant, mais je sentais, si tu préfères, que j'étais pas vraiment à ma place dans ce domaine-là, dans le domaine de la musique, pas complètement en tout cas. J'aimais le côté apporter une émotion à mon audience à travers la musique, mais je sentais que c'était pas forcément ça, parce que dès que j'essayais de composer, c'était pas ça. Dès que j'essayais de me mesurer à des chanteurs vraiment de fous, je trouvais que j'étais pas spécialement au niveau, toujours dans ma logique d'excellence, et je me disais en fait finalement ce que je propose, d'autres le proposent mieux que moi. Donc en fait j'étais pas là où il fallait. Mais quand même j'ai longtemps, tu sais, j'aime bien cette analogie qui dit, tu m'entends souvent dire, tu sais, je monte une échelle et en fait tu te rends compte qu'elle n'est pas sur le bon mur une fois que tu as monté. Je me suis dit mais je suis pas sur le bon mur. Donc tu es obligé de redescendre. Moi pour la musique c'est un petit peu ce qui s'est passé, c'est que j'ai cru que c'était ça, j'ai cru que j'avais envie de faire ça, et puis il y a eu un moment où en fait il a fallu un petit peu recentrer les choses. J'étais obligé aussi de penser à l'argent, parce que quand on fait de la musique, je ne vous cache pas que gagner de l'argent c'est un peu compliqué. Et donc du coup je me suis recentré sur plus le commerce. Je suis devenu directeur commercial. J'ai monté très vite les échelons du commerce, mais là aussi le commerce pour moi c'était pas non plus une fin en soi d'être un commercial. Et donc du coup j'avais envie de transmettre. Et du coup quand je me suis posé, que j'ai monté ma boîte, je me suis dit bah, tu sais quoi, puisque tu aimes te mettre en avant tout ça, tu vas faire des conférences autour du commerce, autour de la notion de se vendre. Et si on continue sur les valeurs, il y a l'éthique pour moi qui est très importante aussi. J'adore, voilà. Je l'attendais ça là, j'étais voilà. sûre qu'elle faisait partie. Et l'éthique, voilà. Mais c'est tellement évident pour moi que je ne sors pas souvent. Voilà, c'est comme la liberté. J'ai un ami, un très très bon ami à moi, un frère, qui s'appelle Nicolas, qui un jour, Nicolas Penn d'ailleurs, je vous invite à suivre sa chaîne, et qui un jour qui me demande mes valeurs, parce que lui est spécialisé PNL, c'est un ninja de la PNL, top of the world. On va lui demander PNL, et ouais, parce que je sais que tu vas le recevoir. Et donc du coup, il me demande mes valeurs, puis je balance toutes les valeurs, mais toutes sauf liberté, quoi. Et tu sais, lui dans sa tête, je sentais qu'il me regardait dubitatif, de dire what the fuck, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu me l'as pas sorti, tu vois? C'est parce que c'est tellement évident pour moi que j'y pense même pas à le dire, quoi. C'est quoi pour toi la liberté? La liberté pour moi c'est être libre. Bien joué, bravo Yannick. Non, c'est d'avoir la. J'ai pas d'autre mot que liberté pour l'expliquer. Donc, c'est de se lever le matin. Je te donne un exemple, et de pas mettre de réveil. C'est d'avoir le choix de partir un mois en Guadeloupe, si j'ai envie de partir un mois en Guadeloupe avec ma femme. C'est choisir de travailler avec qui j'ai envie de travailler. C'est choisir mes amis.
Choisir, il y a quelques années, j'ai fait un séminaire qui s'appelle l'UPW d'Anthony Robbins. Ah, oui, et j'ai fait 2 fois. En fait. Et en fait, dans les 50 heures de l'UPW, à un moment donné, il dit surveillez la porte de votre esprit. Et en fait, c'était surveille ton entourage. C'est dur déjà d'avoir un langage, tu vois. Ouais, c'est énorme. Et je trouvais ça énorme, l'analogie est géniale. Et moi, du coup, c'est la liberté justement de choisir avec qui j'ai envie de passer du temps, à qui j'ai envie de donner mon amour, mon temps, mon attention. Voilà, et souvent, c'est de belles personnes. Moi, je me rends compte que, tu vois, si on est là ensemble et que je te donne du temps, pour moi, je sais que, je suis heureux de faire ça. Je te remercie. Voilà, je t'en prie. M'accorder ce temps-là. Ok, juste avant, tu parlais d'émotion en fait. Tu disais que tu chantais pour faire ressentir de l'émotion. Ouais. C'est quoi ton émotion favorite et celle que tu préfères ressentir? Le moment où, tu sais, quand tu ressens cette émotion-là, c'est celle que tu kiffes, tu vas ressentir vraiment. Je sais pas, je pense que c'est la joie, mais la joie entre le sentiment de joie et le sentiment de fierté en fait d'aider quelqu'un. Moi je sais quand je fais une conférence que j'ai quelqu'un qui me boire en pleurs à la fin ou qui me dit waouh, vous m'avez vraiment impacté ou quoi, il n'y a pas autre chose je pense que je peux vivre d'amour et d'eau fraîche et juste avec ça ça va, c'est bon, j'ai ce qu'il faut quoi. Ça me touche parce que je me dis ce que je fais le fais pas pour rien quoi. D'accord. Vraiment, et je suis en train de transformer la vie peut-être de cette personne, peut-être que je lui ai occasionné un déclic. Et voilà, comme moi on a fait avec moi. Moi j'ai une série de déclics à la base, je suis pas né et puis j'ai pas eu un parcours tout rose, tu vois, donc mais ouais, je pense que cette émotion là de joie et de fierté mélangée, tu vois, c'est quelque chose qui me touche. T'es un influenceur en fait. Je sais pas en tout cas, mais ouais, en tout cas j'aime impacter les gens, ça c'est sûr. Ouais, donc t'es un influenceur. C'est ça, je le tiens. Ok. Du coup, juste là, tu viens de parler de déclic, de série de déclics. Est-ce que tu veux nous partager un petit peu la série de déclics ou au moins un qui a amené en fait, parce que moi je trouve ça hyper inspirant. Parce que moi je comprends pas vite, c'est-à-dire que je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. En fait, ce qui revient à pas comprendre très vite en fait, en vrai. Non, c'est que j'ai eu plein de déclics. Tu sais en fait, moi, quand j'étais petit, j'étais ni fort à l'école, ni fort dans tout ce qui était manuel, et j'étais pas un sportif non plus. C'était à tel point que, c'est-à-dire que, tu sais, quand tu es à la cour de récréation, tu vois, tu es à la cour de récréation, puis tu as envie de jouer au foot avec tes potes, tu vois, et tu sais, il y a genre 2 capitaines qui se dessinent, qui disent, bon, toi, tu vas venir dans mon équipe, et puis tu as un attroupement, et ils choisissent ça. Au début, ils choisissent les meilleurs, j'étais pas dedans, je vous rassure. Ensuite, ils choisissent les un peu moins bons. Ensuite, ils choisissent les filles, en dernier. Ensuite, ils choisissent les gens qui ont un plâtre. Et en dernier, il en reste un. Que les autres disent oh non c'est à moi, oh non oh. Et bien celui-là c'était moi, donc je vous cache pas que je n'aurais pas terminé à France 98 au football, c'était pas mon truc, donc j'étais pas sportif, j'étais pas manuel. Visiblement, à mon époque, tu n'étais pas intellectuel quand tu n'étais pas doué à l'école, parce que c'est la seule manière de valoriser ton intellect. Donc du coup, j'étais pas un intellectuel du tout, ce qui est faux aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque, quand tu es enfant, tu te permets pas de remettre en question ce qu'un adulte te dit, donc t'es nul, j'étais nul partout en fait, donc du coup, confiance en soi zéro. Si, mais oui, j'étais très malheureux. Et donc du coup, j'ai une prof en fait qui me dit, en fait Yannick, tu seras commercial. Oh, je vois le truc. Et puis, mais paradoxalement, donc, je sais pas, je devais avoir 12-13 ans, tu vois. Je me suis dit, tiens, puisque c'est ça, je vais être commercial et ça va être bien pour moi. Et du coup, je me suis mis dans cette optique-là. Mais bizarrement, dans ma famille, ils détestaient les commerciaux en vrai. C'était genre, ouais, c'est des escrocs, les commerciaux, c'est là. C'est rigolo. C'est nul parce que j'ai pas envie de devenir ça, moi. Mais bon. Je peux faire que ça visiblement, donc du coup a priori voilà quoi. Et donc du coup quand j'ai commencé ma carrière, je fais mes études un petit peu là-dedans, je fais un bac professionnel là aussi. À l'époque quand tu étais en LEP, donc en lycée d'éducation professionnelle, tu ne le disais pas en fait parce que tu avais honte en vrai de dire ça, parce que c'était genre tu étais débile quand tu étais en LEP en fait en vrai. Et donc du coup tu disais t'étais en quoi? Je suis éduqué du commerce. Une école de commerce, c'est ça. C'est ça, ouais, voilà, tu fais ton BEP ou ton truc, bon bref, c'était un peu la loose. Et donc, j'ai fait mes études, et quand j'ai commencé dans la vie active, moi je pensais que c'était ok pour moi, que tout allait bien, quoi. Et en fait, j'étais, je crois, le seul commercial de la Terre, en fait, qui vendait rien du tout. Ça c'est le premier point. 2, non mais c'était horrible. 2, j'étais le seul commercial qui payait pour aller travailler parce que j'étais payé qu'à la com. Donc du coup, voilà. Et 3, j'avais une bagnole qui consommait plus d'huile que d'essence. Fait que je me
Je partais tous les matins avant de partir. En fait, il y avait un joint de culotte que je n'avais pas les moyens de me faire réparer. J'avais une vieille corde bas avec une aile toute rayée. Et tous les matins, je partais, je mettais 5 litres d'huile par jour dans ma caisse, en fait, et ça partait quoi. Et bon, au moins, elle roulait. Et je vendais rien du tout. Et bon, et du coup, je me suis vraiment posé des questions sur ma nature profonde déjà et sur la nature du commerce. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Quand c'était 2-3 premières expériences, tu te dis, le commerce c'est des pourris et toi tu sais faire que ça. En fait, tu ne peux faire que ça, donc c'est horrible. Et un jour, j'ai eu la chance de rencontrer un mentor et quelqu'un qui m'a expliqué, qui m'a dit non, le commerce c'est aider une autre personne à prendre une décision intelligente. Et là, je me suis dit, bon, ben d'accord, ok. Donc là, ok, j'étais dans une autre optique, tu vois. Autant, tu peux penser le vendeur de petites bagnoles, tu vois, dans un coin, tu vois, qui essaie de tout faire pour te refourguer une bagnole qui est toute pourrie. Et autant, tu peux peut-être te tourner vers le mec qui vend des Ferrari, tu vois. Et plus, voilà. Et moi, je m'autorisais pas à parler de ça, enfin, à imaginer ça pour moi parce que j'estimais que j'avais pas d'études, donc j'étais nul. Et en fait, je faisais partie de cette époque-là. En fait, finalement, moi, j'indexais ma valeur personnelle sur mon niveau d'études. Voilà, qui s'indexe ensuite sur le niveau de ta voiture, le niveau de la voiture que tu as, ton portefeuille, tu vois. Ouais. Et en fait, du coup, tu te dis, en fait, finalement, si j'ai pas ça, je vaux rien, en fait. En vrai. Et ouais, en tout cas, moi, c'était comme ça que je le voyais. Et puis petit à petit, j'ai eu une série de déclics. Donc j'ai eu ce mentor-là qui m'a expliqué la vente, ça peut marcher. Et à partir du moment où il m'a décliqué, lui. Du coup, cette personne-là il s'appelle Stéphane Odos. C'est un ami aujourd'hui que je vois toujours. Donc voilà, qui a une très belle entreprise de meubles, de mobilier de bureau de luxe sur Toulouse. Et donc voilà, c'est quelqu'un que je vois régulièrement, au moins 1 à 2 fois par an et que j'aime beaucoup. Et donc du coup, voilà, donc lui il m'a expliqué ça et donc du coup de là, en fait, à 26 ans, je suis devenu directeur commercial, alors que à 24 ans, je savais pas quoi faire de ma life. Non mais franchement, bravo. Mais comme quoi, quand on est aligné, en fait, au bout d'un moment, après, ça explose, quoi. Mais alors du coup, je voudrais revenir sur 2 choses. La première, c'est pour tous ceux qui nous écoutent et qui indexent encore leur valeur sur les représentations sociales, j'aimerais bien que tu leur dises un mot. Je vais leur dire que, en fait... Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, en fait? Moi, j'ai décorrélé le faire et l'être. C'est-à-dire, en fait, je me suis dit, tu sais quoi, on peut t'aimer pour toi et même si tu réalises pas de grandes choses énormes, même si tu réalises pas, si t'es pas bon à l'école ou si t'es pas, voilà, on peut t'aimer pour toi. Puis après, j'ai une femme qui est géniale, que tu connais aussi, donc du coup, ça aide aussi d'avoir quelqu'un à côté de soi qui t'encourage, qui croit en toi, même si franchement, c'était, je pense, la seule de la seule. Voilà, parce que même moi, je croyais pas en moi en vérité. Hein. Quand j'avais 20 piges, on s'est mis ensemble, on avait 20 ans. Même moi, je croyais pas en moi en vrai. Tu imagines que c'était elle qui me payait le McDo quand on sortait. Tu sais, genre, on sortait au McDo au ciné, c'était elle qui me payait le truc et en fait, c'était moi qui payais avec ma carte bleue, genre comme ça, c'est moi le patron. C'est qui l'homme, ok? Je payais et elle me faisait un chèque pour me rembourser le truc. C'est une femme exceptionnelle. Franchement, c'est d'une classe, mais j'adore. Ouais, c'est la classe de Dallas, quoi. Ok, tu vois, voilà. Et puis, elle m'a permis d'exister comme ça et puis voilà, donc c'est quelqu'un à qui je dois énormément. C'est sûr. Ouais, c'est sûr et certain. Ok, et la deuxième chose sur laquelle je voulais que tu reviennes, donc, du coup, tu vois, c'est cette importance du regard de quelqu'un qu'on place comme mentor. Qu'à un moment donné, quelqu'un qu'on estime qui est plus grand que nous et qui nous regarde. Tu vois, parce que souvent, quand on est à l'école et qu'on a du mal à trouver sa place, et qu'on n'est pas regardé par un prof, un enseignant. Enfin, moi, en tout cas, dans mon parcours, ça a été ça. Moi, j'adorais l'école, j'adore apprendre, donc j'ai pas de problème avec ça. En revanche, il est clair que je m'intéresse aux matières que si le prof avait quelque chose de particulier, que si le prof était authentique, que si le prof était engagé, que s'il avait de la passion, tu vois. Et même si cette personne-là, elle était ni authentique, ni elle n'avait pas de la passion, mais qu'à un moment donné, elle te regarde, tu vois, et elle te donne une intention, elle te transmet quelque chose comme ça. À ce moment-là, toi, tu te dis... Ça m'est jamais arrivé. Non, mais si ça t'est arrivé, du coup, avec ton mentor. Bien sûr, avec mes mentors, bien sûr. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, j'aimerais quelqu'un qui voit quelque chose en toi, avant que toi-même tu le vois, en fait. Ouais, et ça, c'est génial. Et moi, ça m'est arrivé à plein de reprises. Pas dans le schéma scolaire pour moi, mais effectivement, j'ai Stéphane qui a été source de déclic pour moi. La personne qui m'a embauché aussi en tant que directeur commercial, quand j'avais 26 ans, je me rappelle de l'entretien. Je me suis dit, au moment de l'entretien, je leur ai dit, mais on est d'accord, je n'ai pas d'études, hein,
On est bien d'accord, on est bien. Tu sais, l'entretien, tu sais, vraiment, tu sais, les gars, je suis complètement nulle, ne me prenez pas, vous êtes sûrs? Voilà, et en fait, elle avait été touchée parce que je lui courais après, parce que quand j'ai décliqué au niveau du commerce, j'ai géré des boîtes avec plusieurs millions d'euros, enfin, j'ai vraiment fait beaucoup d'argent dans le commerce. Et du coup, un jour, je l'avais appelée, ça faisait 3 mois que je lui courais après. En fait, Astonana, c'est la PDG d'une grosse entreprise. Et du coup, je lui courais après, mais depuis des mois et des mois. Et puis un jour, à force d'appeler la secrétaire, parce que franchement, je lâche rien. Et du coup, je tombe sur elle. Et tu sais, au moment, tu sais, où ça fait 3 mois que tu cours après quelqu'un, que tu sacralises, tu te dis, putain, la personne, c'est Dieu, tu vois. Je dis, et quand on te dit, oui, je vous la passe, tu sais, le laps de temps, les 3 secondes, tu sais, il y a plein de choses qui se passent en tête, tu dis, tu t'attends pas à la voir, tu vois. Tu sais, c'est une rupture de pattern, tu dis, il faut que je sois bon, il faut que je sois très bon. Et là, moi, j'ai beaucoup d'humour, tu vois, c'est une de mes valeurs aussi. Si on peut appeler ça une valeur, mais oui, fais qu'est-ce que je veux avec mes cheveux, même si j'en ai pas beaucoup. Et donc du coup, ça m'a, comment dire, je me suis dit, dans ces 3 secondes, je me suis dit, lâche prise. Et là, elle me dit allô d'un ton relativement autoritaire, parce qu'elle a quand même beaucoup de charisme. PDG d'une grosse boîte, faut gérer le truc quand même. Et moi, je lui dis bonjour Dieu. Et en fait, du coup, elle s'est mise à se marrer. Et du coup, comme je l'ai touchée en fait d'un point de vue qu'elle a beaucoup d'humour en fait et que elle a pas pu s'empêcher de pouffer de rire. Et du coup, on a rigolé tous les deux, on a passé un quart d'heure au téléphone. Et elle me dit mais comment vous avez fait pour tomber sur moi quoi? Vous êtes un fou furieux. Et du coup voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Et du coup, ça lui avait plu, ça. Elle s'est dit ce mec-là, il a un putain de potentiel. Elle a cru en mon potentiel avant que moi je crois parce que moi j'étais un jeune commercial de 26 piges. Certes, je m'en sortais, mais j'étais un jeune quoi. J'avais jamais managé des gens. Et un jour son directeur commercial m'appelle, qui était son mari accessoirement, Didier, que j'embrasse, et le Didou, qui était directeur commercial et avec qui je traitais moi, et qui me dit Yannick, je vais quitter l'entreprise, je veux un remplaçant, j'aimerais que ce soit toi. On a testé des gens, ça marchait pas. Et tous les mecs qui avaient été testés, c'était tous des School of London, Top of the World, des mecs qui avaient des études, des Master 2, XYZ avec 25 ans d'expérience, les mecs. Et moi, je me sentais tout petit à côté de ces gens-là. Et du coup, quand j'étais à l'entretien, pour revenir à ça, je leur dis, bon, les gars, je n'ai pas, j'ai pas d'études, ça c'est sûr. Je suis jeune, faut le savoir. J'ai jamais managé personne, ok. Et voilà. Et en fait, ils ont apprécié cette authenticité, ce côté-là. Et en fait, ils ont cru en moi. Et finalement, je suis resté 4 ans et on a super bien travaillé ensemble. Donc, voilà, ça m'a créé un déclic. Même à un moment donné, au début, quand j'ai commencé dans la boîte, tu sais, ça prend un temps d'habiter un rôle. Tu sais, souvent, ce que je dis, c'est que c'est pas le poste, t'es pas fait pour le poste, c'est le poste, une fois que tu y es, qui fait que toi, au bout d'un moment, t'incarnes le truc, quoi. Et moi, il m'a fallu un peu de temps. Et au début, je me rappelle, je me posais la question, je me disais, à quel moment ils vont se rendre compte que je ne fais pas l'affaire? À quel moment ils vont se rendre compte que s'ils se sont trompés? Et en attendant, je me disais, tu sais quoi, en attendant, donne-toi à fond. Voilà, c'est pas grave. Tu sais quoi, gros challenge. Et finalement, j'y suis resté pendant 4 ans. Et voilà. Et pour information, elle s'appelle Maïté Quintana, la personne c'est une femme extraordinaire. Ouais, qui est une femme extraordinaire, qui aujourd'hui fait parler d'elle sur Internet aussi, donc j'en suis très heureux. Et elle organise d'ailleurs la Semaine du Talent. Aussi, elle qui organise ça, c'est chaque année, donc voilà. Ouais, c'est chouette. Et du coup, ah mince, je venais de penser à une question et j'ai oublié, parce que je suis partie avec toi. C'est pas grave, c'est pas grave, on est en lâcher prise totale, taqué. C'est ça, c'est ce que je voulais dire, ça y est. C'est qu'en fait, tu vois, quand il s'agit de recrutement, des choses comme ça, souvent, les recruteurs, etc., ils font l'erreur, parce que pour moi c'est vraiment une erreur, de recruter sur des compétences. Et en fait, moi je pense que les compétences ça s'acquiert en fait, il suffit d'apprendre, tu vois. Alors qu'en fait, si tu recrutes sur l'être, qui est la personne. En fait, on est censé, et surtout quand on recrute des associés, on s'associe en tant que personne et pas en tant que compétence. Et donc du coup, on a des profils qui sont plus ou moins complémentaires ou pas. Et je pense que si on recrutait davantage justement sur l'être, sur l'authenticité, déjà on n'aurait pas cette indexation sur les diplômes parce qu'on s'en fout, mais alors mais bien sûr, on s'en fout. Vous en avez tant mieux, vous n'en avez pas, tant mieux aussi en fait, il n'y a pas de règle. Moi je trouve c'est très intéressant ce que tu dis parce que moi ça m'a toujours révolté. Tu imagines bien que mes équipes, je ne les recrutais pas sur les... tu vois, j'avais 60 commerciaux qui travaillaient pour moi, je les recrutais absolument pas sur les diplômes, j'en avais rien à faire, sincèrement, parce que déjà on m'avait recruté comme ça et je me voyais mal dire oui, bac plus 2 minimum. Non, c'était quand même quelque chose qui était clair, ça aurait été bizarre. Bac plus 4 ou bac plus 12. Tu as fait un MBA School of London? Ok, d'accord, donc c'est bon.
tu peux venir. Non, en fait, moi, évidemment, j'étais pas comme ça. Et en fait, ça m'a toujours révolté, en fait, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que finalement, je convenais pour le poste à un moment donné. Tu sais, au bout de, je sais pas, 6 mois, 1 an. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment tu t'es dit, ok, c'est bon, je suis en à ma fait, place? Au bout de 6 mois, 1 an, quand j'ai commencé à gérer le truc, à bien apprendre, je te jure, j'étais directeur commercial sur le papier. J'étais tout le temps avec un bloc-notes en train de noter tout ce que je devais noter pour apprendre le métier. Et en fait, on aurait dit un secrétaire en vrai. Je ressemblais en fait à une assistante et je m'en foutais parce que ce que je voulais, c'est savoir faire les choses. Et en fait, quand tu te donnes les moyens, que tu es passionné, que tu es motivé, en fait, t'as beau ne pas avoir de qualification, ça marche en fait. Parce que tu donnes tout ce que tu peux pour que ça tienne. Et j'avais aussi pour mes commerciaux une grande disponibilité. Franchement, je peux dire, j'étais un bon. Un jour, tu intervieweras Maïté, tu pourras y poser la question. Ouais, mais je pense que j'étais un bon directeur directeur commercial, je pense. Ouais. J'ai pas été parfait tout le temps et j'étais pas parfait. Mais par contre, je pense que j'avais tellement envie d'être bon et de donner le meilleur à mes équipes. Ça m'a suivi, que voilà quoi. Et donc du coup, pour revenir sur ce que tu disais, moi ça me met en colère ça. Je discutais avec Nicolas Popovic. Tu connais Nico? Oui, je l'ai rencontré. Il est bon. En plus, c'est un bon, franchement. En plus, c'est un très très bon. C'est une personne, vous l'écoutez, vous avez envie de faire de l'immobilier. C'est des gens qui sont tellement passionnés que te transmettent leur passion. Quoi. Non, mais il est incroyablement qualifié. Il a aidé des centaines, si ce n'est des milliers de clients à réussir, à investir dans l'immobilier, tout ça. Et je me dis, ce mec-là a été bloqué à un moment donné parce qu'il n'avait pas le coup de tampon, la qualification d'agent immobilier. Et je me disais, mais à quel point c'est absurde, parce que ce coup de tampon-là n'a absolument rien changé à son métier. Il le pratiquait aussi bien avant qu'après. Mais il fallait ce coup de tampon pour l'État. Sur des items en plus complètement débiles et dépassés. Et donc je me dis, mais c'est dingue. Et donc du coup, pour revenir à ce que tu disais, je pense qu'il ne faut pas confondre compétences et qualification. Et la qualification, on va dire, j'ai fini ça comme le diplôme, le coup de tampon. Et en fait, tu as plein de gens qui sont diplômés. En fait, tu as plein de choses. Tu as l'être intérieur, tu as les dons et les talents de la personne qu'elle a tout intérêt à développer parce qu'en fait, c'est là qu'elle va vraiment prendre sa place et briller. Et ensuite, tu as les compétences et les capacités que tu apprends en fait pour vraiment t'ouvrir complètement. Et développer, que tu développes. Il y a tous ces paramètres, mais l'essentiel, c'est l'humain, en fait. C'est toujours l'humain. C'est ça. Je bois tes paroles. Oh. Ok, super. Et maintenant, du coup, tu fais quoi? Maintenant, là, en ce moment? Alors là, en ce moment, je suis en train de travailler avec David Lefrançois, qui est un psychosociologue, psychologue, expert en neurosciences et docteur en neurosciences. Il a été formé à l'université de McGill. Et donc, il a une chaire d'études à l'université de Tel Aviv. Il enseigne à l'université de Paris 2. Donc, c'est un mec, en termes de diplôme, qui est bien bardé. Et avec David, on s'est rencontrés un jour et on a eu un coup de foudre amical et professionnel. Tous les deux. Moi, je suis très admiratif de quelqu'un justement qui a fait énormément d'études, pas comme moi, tu vois, et qui a ce niveau-là. Moi, je suis très admiratif des gens qui ont réussi en fait dans les études comme toi, par exemple. Et je suis très admiratif de ça parce que c'est des concours ou autre. Tout à l'heure, on parlait de ton amie Sophie, et je suis incroyablement admiratif de me dire que elle est psychologue et qu'elle se dit bon, peut-être puisque c'est ça, je vais passer le concours pour être prof. Et ce concours-là, il y a des gens, pour l'avoir, c'est une galère à son nom. Elle arrive, j'ai passé le concours, après j'ai arrêté, non, c'était pas mon truc. Les mecs, comment ils sont brillants, tu vois, moi ça m'impressionne, tu vois, ce truc-là. Et donc du coup, David, évidemment, est très reconnu, même dans le domaine alors, il est reconnu dans le domaine de la télévision, ce qui était important pour moi, parce qu'il passe régulièrement sur France 2, France 3, tout ça. Donc, ça, je trouvais que c'était un gage de qualité pour moi. C'est également un coach de star. Et de stars très 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 connus. Donc ça, je me disais que les stars, quand même, s'ils ont des sous, ils vont aller chercher les meilleurs. Donc pour moi, dans ma logique d'excellence, c'était important. Et puis moi, de mon côté, lui, ce qui l'intéressait chez moi, c'était ma capacité à savoir créer des relations et être un bon commercial quelque part, en y mettant une éthique forte et une charte forte. Au niveau parce qu'avec les outils d'influence qu'on a aujourd'hui, on peut vite faire n'importe quoi. Avec ça, je suis tellement d'accord. D'ailleurs, on va en parler. En fait, je suis tellement d'accord. Tu vois, il y a plein de choses aujourd'hui dans le commerce qui permettent vraiment de vendre. Oui, bien sûr. D'accord ? Mais vraiment, c'est-à-dire qu'ils utilisent tous les processus de pensée, parce que tu sais que moi, c'est mon domaine de compétence au départ, le cerveau, qui utilise vraiment les processus de pensée en fait pour faire passer le message et pour vraiment que la personne, en fait, si elle n'achète pas, elle se sente pas bien. Ouais. Tu vois ? Et en fait, ça, c'est qu'un outil. Donc, il n'y a pas de problème avec l'outil. L'outil est hyper performant, c'est génial. Sauf que, selon dans quelle main tu remets cet outil, tu fais ou du bien ou du mal. Mais bien sûr. Et je pense que l'éthique, elle est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des outils hyper performants et quand on les transmet, on doit aller chercher l'être de la personne à qui on transmet. Tu vois,
ok, tu es une bonne personne, ton projet il est beau, c'est beau ce que tu fais, tiens, mon outil il va amplifier le truc. Mais par contre, toi, ce que tu fais, ben, c'est pas propre, c'est pas beau, c'est pas éthique. Je suis désolée, mec, tu vois. Mais fais ton truc de ton côté, mon outil que j'ai développé, qui est propre, qui est éthique et qui est puissant, je le transmets qu'aux belles personnes. Et on a découvert, parce que justement avec David, on a décidé de s'associer, de monter une école de neurobusiness. Excellent. Donc du coup, ça c'est cool. Tu définis la neurobusiness school, en fait, donc on a décidé de mettre entre les mains de toute personne qui est passionnée et qui a envie de vivre de sa passion. Donc ça peut être un coach, ça peut être un thérapeute, ça peut être un commercial qui est en place. On a décidé en fait de leur mettre à disposition des outils. Les basiques, tu sais, c'est-à-dire il y a des basiques dans chaque métier et dans le métier de commerçant. Et à partir du moment où vous montez une entreprise, vous n'avez pas le choix que de passer par la case commerce pour arriver à faire connaître votre offre, la vendre, en vivre et exploiter votre potentiel. Parce que si vous vendez bien vos produits, vous allez gagner de l'argent pour pouvoir développer encore mieux votre entreprise et pouvoir grossir. Voilà, donc c'était une dimension vraiment à prendre en compte avec de l'éthique, toujours pareil. C'est vraiment très très fort pour nous. Et du coup, comme lui, il a une chaire d'études à Tel Aviv sur laquelle il travaille sur le bonheur, il travaille sur la pédagogie, il travaille sur les neurosciences motivationnel et il travaille sur le neuromarketing. Donc on se dit tiens, pourquoi est-ce que l'université aujourd'hui elle est financée par Apple, Google, Facebook et tout ça. On s'est dit pourquoi est-ce que ce serait que les grosses entreprises qui auraient droit à des outils de neuromarketing. Et donc du coup on a décidé de mettre à disposition ce savoir-là au plus grand nombre. Donc voilà. Et de notre côté, de mettre à disposition également les stratégies que j'utilise pour créer du relationnel et pas oublier que le full internet c'est bien, c'est-à-dire que d'être sur internet c'est bien, mais que ce qui fait la réussite d'une personne même sur internet, c'est sa capacité à connecter, sa capacité à donner envie à l'autre de le revoir. Et si aujourd'hui on se rencontre, les deux c'est une vraie rencontre. Et il a fallu toi que tu me vendes le projet. de faire l'interview. Tu vois, c'était pas voilà, parce que tu savais qu'on allait pouvoir apporter de la valeur, tu savais que ça allait être bon pour ton audience. Donc du coup, tu as développé quelque chose le saint graal de tout commercial, c'est tu as développé ce qu'on appelle la crédibilité. C'est-à-dire tu es devenu crédible. C'est-à-dire parce que tu avais, oui, mais en fait tu l'as fait naturellement en fait en vrai. Tu l'as fait naturellement. Le tout, c'est comment tu fais quand tu es dans une situation de concurrence, et il y en a beaucoup, des situations dans lesquelles on est en concurrence, où le mec est aussi bon que toi pour faire la différence. Et là, il y a un peu de technique qui entre en jeu et un peu de neuromarketing. Ah, génial. Et donc, du coup, vous êtes en train de développer ça? Vous en êtes où là par rapport à ça? Là, on a développé la formation, on a développé l'école qui va grandir. On a à peu près 10 ans de matière à transmettre. On a vraiment de très belles choses à transmettre. Donc, ça va s'enrichir. Voilà. Et donc, du coup, on va ouvrir les premières inscriptions vont commencer fin novembre. Là, on va prendre un certain nombre de stagiaires. On va prendre un nombre limité quand même de stagiaires là. On ne s'est pas encore arrêté sur le nombre parce qu'on veut savoir, on veut vraiment bien suivre les gens. Et ensuite, on ouvrira une deuxième session l'année prochaine. Et puis peut-être qu'après, avec l'expérience, on en ouvrira peut-être d'autres. Mais en tout cas, cette année, on va en ouvrir qu'une. Et donc, ça se passera donc fin novembre. Ok. Et cette école, elle dure combien de temps Ça va durer sur un an. Il va y avoir donc à peu près un an. Après, de toi à moi, on laisse jamais tomber les gens. En fait, donc du coup, une fois que la personne a adhéré dans l'école, elle a accès au contenu à vie et à la mise à jour du contenu à vie. J'adore. Donc c'est logique. Enfin, tu vois. Non, mais attends, ça c'est logique pour toi parce que tu as cette éthique-là. C'est pas logique pour tout le monde. Donc c'est une vraie belle valeur. Franchement, je suis fan. Super. Ben voilà. Donc du coup, il y a, on va dire 3 mois d'apport en e-learning. Sur lesquels la personne en e-learning plus des webinaires, plus pas mal de choses. Poser des questions, etc. Poser des questions, ils ont un accès vraiment direct à nous, ou que ce soit David ou que ce soit moi. Il y a 3 jours de séminaire, on va faire un séminaire à Paris. En espérant pouvoir dupliquer les séminaires un petit peu partout en France, mais pour l'instant, là on va le faire cette année à Paris. Et ensuite, il y a, on va appeler ça, alors je ne sais pas comment on va l'appeler, mais certainement du mentoring. C'est-à-dire que l'idée, c'est de suivre les problématiques des gens. C'est-à-dire, ok, j'ai monté ça dans mon business, ça s'est pas bien passé par rapport à ça, ou j'ai pas réussi à mettre en place cet outil-là, ok, regarde tel outil, tel outil, tel outil. Et donc du coup, l'idée, c'est de vraiment donner un accès à notre expérience, notre expertise aux stagiaires. C'est vraiment bien parce que du coup, le problème de l'e-learning, c'est qu'il y a des gens qui à un moment donné décrochent parce qu'ils ne comprennent pas ou parce qu'ils essayent d'appliquer et ça ne marche pas. Et je trouve que vraiment d'accompagner les gens comme ça, c'est... en fait, tout le monde est unique, chacun a son business unique et c'est jamais évident. Moi, j'ai fait plein de formations où on me disait, il faut que tu appliques la technique et ça va marcher.
et tu appliques la technique et ça marche pas et puis tu n'as personne derrière, quoi. Donc moi ça m'a beaucoup frustré, donc je veux surtout pas que les gens qui soient chez nous soient frustrés comme ça et on a envie de leur répondre et voilà. Après il faut qu'ils appliquent les choses, quoi. Mais bon, ça après la personne généralement quand elle... En plus on a un système de pédagogie assez novateur dans la forme. En fait on a sorti on va faire de la relaxation neurodynamique. Faut que tu nous en parles. Je vais t'en parler. Alors ça c'est plus la partie de David. En fait il y a des études qui ont été faites en fait sur des sons. Pour ouvrir certaines parties du cerveau, pour acquérir de l'information, et on mélange ça à de l'hypnose, et en fait on va donc la personne devra écouter avec son Walkman ou son Walkman, son lecteur, son iPod, son iPad, ce que vous voulez, voilà, et en fait du coup il y a des fréquences spécifiques, et la personne devra faire ça en marchant. Et donc il va y avoir en fait des parties dans le cerveau, donc ça c'est la partie de David en neurosciences, donc lui te l'expliquerait mieux que moi, faut que j'aille le voir, alors. qui vont se connecter pour acquérir l'information. Et donc à chaque principe clé, il y aura une relaxation neurodynamique d'une demi-heure, et donc vous partez, donc en plus ça fait bouger les gens. C'est la première formation qui fait bouger les gens. C'est excellent. Et donc du coup, tu mets ça, tu pars le matin, tu marches, à un moment donné on va te dire accélère, ralentis, inspire, expire, bam, et ça va activer des choses dans ton cerveau. Oh, j'adore. Voilà. Il faut absolument que je teste ça, c'est génial. Voilà. Et je trouve ça super parce que justement, tu sais, moi, ça fait depuis 10 ans, un truc comme ça, que j'ai des CD. Alors j'ai acheté ça à l'époque, je crois que c'était Nature et Découverte. Il y avait des fréquences pour s'endormir, des fréquences pour augmenter la concentration, mais il n'y avait pas le corps. Et tu vois, moi, dans ma spécialité, donc j'étais en psychologie cognition incarnée. Donc du coup, il y avait 3 axes à l'environnement, la pensée, les processus de pensée et le corps. Et du coup, le mouvement, en fait, est une porte d'entrée au cerveau, autant que l'environnement et autant que le corps est une porte. D'accord, écoute, c'est ce que David m'avait expliqué, mais bon, là, comme je vous le dis, je suis pas docteur en neurosciences, moi, pour le coup, c'est pour ça que j'ai choisi à lui. Non, mais c'est super. Mais voilà. Du coup, carrément, je vais aller le voir et je vais lui demander qu'il nous en dise plus. Je trouve ça excellent. Après, il y a Tel Aviv, mais c'est cool. Why not? C'est bien. Ok, super. Du coup, tu sais ce qu'on fera, on mettra les liens en barre d'infos là pour ceux qui veulent aller voir du coup ce que tu fais. D'accord, super. Ok avec ça. Et puis avant de clôturer, est-ce que tu as un dernier mot du coup pour tout le monde qui est en train mis à part la sonnette de chez moi qui arrive là, qui vient de sonner. Non, un dernier mot pour clôturer. Croyez en votre potentiel. Vous avez un potentiel énorme, il suffit juste de le trouver. C'est Picasso qui disait alors je me rappelle, je vais avoir du mal à leur sortir, mais en gros il dit le sens de la vie c'est de trouver son talent et non, le but de la vie c'est de trouver son talent et son sens c'est d'en faire profiter les autres. Oh, j'adore. Voilà. Ouais, j'ai du mal à la trouver, mais voilà, vous avez compris. Voilà, recherchez Picasso, il a dit ça, c'est un mec. Il était ce qu'il était, mais il était intelligent quand même. Super, on va clôturer là-dessus parce que c'est juste parfait. Merci infiniment. À toi. Je suis très touché par ton invitation, donc merci. Merci à toi. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à laisser des commentaires et puis à vous abonner à la chaîne. Si jamais vous n'avez pas aimé, ne faites rien. Partez de la vidéo et c'est pas grave. Je vous bénis quand même sur 10 000 générations. Voilà. Si vous n'avez pas aimé, pas besoin de l'écrire. Ça ne sert à rien. Voilà. Ça marche. Bon, on vous dit au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Ciao, ciao.